Lancement du programme Farmer to Farmer ce 14 février, un programme qui vise la croissance économique dans les sous-secteurs agricoles. La conférence de presse du ministre de l'Intérieur ce jeudi, il a fait le point des résultats de contrôle de conformité des dossiers de déclaration administrative de constitution des partis politiques. Et puis, étrange situation post-électorale en République démocratique du Congo, le président élu Félix Tshisekedi prend ses marques au sommet de l'État avec l'équipe de son prédécesseur. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Lancement du programme Farmer to Farmer ce 14 février 2019, une initiative de l'USAID et du CRS, Catholic Relief Service, qui vise la croissance économique dans les sous-secteurs agricoles. Plus de précisions avec Carole Olaye et Denis Marouya. Le projet Farmer to Farmer devient ainsi une réalité au Bénin. Financé par l'USAID en collaboration avec le CRS, Catholic Relief Service, ce projet international vise à accroître la productivité dans le secteur agricole dans 6 pays, à savoir Éthiopie, Rwanda, Ouganda, Timor-Est, Népal et le Bénin. Prévu pour une durée de 5 ans ici au Bénin, ce projet poursuit 2 objectifs principaux. L'objectif principal est l'amélioration du bien-être des fermiers béninois. De façon spécifique, le projet vise à catalyser une croissance inclusive et durable ainsi qu'une productivité orientée vers le marché pour les filières anacarde et soja au Bénin. Pour la mise en œuvre du Farmer to Farmer au Bénin, 115 volontaires experts vont apporter leur assistance technique à environ 100 000 producteurs agricoles et transformateurs agroalimentaires. 200 associations, coopératives et petites et moyennes entreprises sont également prises en compte par le dit projet et verront leurs capacités techniques renforcées. Ainsi, nous soutenons les communautés à accroître leurs revenus, restaurer les terres appauvries et atteindre la sécurité alimentaire. Une initiative qui vient renforcer les efforts du gouvernement de la rupture dans le domaine agricole. Nous témoignons donc notre gratitude à l'USAID pour le financement de ce projet, mais aussi pour ses appuis combien tangibles de longue date pour le développement du secteur agricole béninois. Nous sommes aussi reconnaissants à l'ONG Catholic Relief Service pour ses appuis de tout genre pour le bien-être des populations béninoises, vulnérables en général et pour les acteurs agricoles béninois en particulier. Le projet Farmer to Farmer sera mis en œuvre au Bénin par le CRS, Catholic Relief Service, installé au Bénin depuis 1958 et qui intervient déjà à travers plusieurs initiatives dans 10 départements du Bénin, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, était ce jeudi face à la presse. Objectif fait le point des résultats de contrôle de conformité des dossiers de déclaration administrative de constitution des partis politiques. Suivons-le au micro de Laurent Todinkes, Damien Pedro. Au terme donc de cette loi 2018-23 du 17 septembre 2018, à la date toute récente, nous avons reçu les dossiers de 10 partis politiques, nouveaux comme anciens. Le premier parti a déposé son dossier à pour sigle UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, le 31 octobre, qui a déposé son dossier. À la date du 7 février 2019, tous ces dossiers ont été étudiés et les résultats des dossiers ont été notifiés aux membres fondateurs du parti. Donc, en raison donc, de ces irrégularités qui entachent aussi bien la conformité externe qu'interne à la loi, les dites déclarations administratives de constitution ou de mise en conformité des partis déposés, nous avons appliqué l'article 21 de la charte des partis qui dit ceci en substance:
au cas où le dossier de déclaration administrative de constitution n'est pas conforme à la loi, le ministre chargé de l'Intérieur procède à une notification de non-conformité motivée aux partis politiques concernés. À ce jour, tous les 10 partis, les 10, 1, 2, 9, 10 partis ont reçu la notification de non-conformité. Certains en 20 pages, d'autres en 45, d'autres encore en 64 pages d'irrégularités constatées. Il y en a qui sont revenus avec des corrections partielles. On leur a retourné. Parce qu'ils ont corrigé encore avec des fautes. La suite donc dépend de la rigueur que les partis mettent à corriger. La célérité qu'ils utilisent. Donc si l'étude du dossier par la suite montre qu'il est conforme, le processus va continuer. La Cour considère intervenir pour aider à de leur délivrer un certificat de conformité qui prend un peu l'allure d'un récépissé définitif juste pour lui permettre d'aller. Cela n'éteint pas le processus qui veut qu'il aille publier au journal officiel. Donc c'est une disposition transitoire pour permettre aux partis politiques de prendre part aux élections. Et justement, en réponse à la sortie du ministre Saka Lafia, le bureau politique de l'UDBN était face à la presse ce matin. Il a apporté des clarifications à la dernière sortie médiatique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Devant les hommes des médias, l'UDBN a levé un coin de voile sur les différentes démarches et méthodes utilisées pour le dépôt des dossiers en ce qui concerne l'obtention du certificat de conformité des partis politiques. L'UDBN dénonce toutes sortes de manœuvres et de supercheries. Suivant un extrait de la déclaration de Gildas Aizano, porte-parole de l'UDBN au micro de Aristide Setti et Denis Marouya. Le jeudi 14 février 2019, le ministre de l'Intérieur, dans une démarche qui vise à disculper le ministère au sujet du retard dans la délivrance du récépissé ou du certificat de conformité, a animé une conférence de presse. Au cours de cette sortie médiatique, le ministre a fait cas des irrégularités qui entraveraient la délivrance du récépissé ou du certificat de conformité pour l'ensemble des 10 partis politiques, dont le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Le parti UDBN tient à préciser qu'il a déposé son dossier le 31 octobre 2018 et qu'il a achevé en premier la prise en compte de l'ensemble des observations relevées par le ministère de l'Intérieur, et ceci dans les délais requis. Il ne subsiste donc plus à ce jour aucune irrégularité en ce qui concerne le cas spécifique du parti UDBN. L'UDBN est totalement à jour depuis plusieurs semaines et attend de bon droit le récépissé provisoire qui curieusement tarde à être délivré par le ministère de l'Intérieur malgré les démarches et les relances de notre parti par voie d'huissier. Rien d'objectif et de crédible n'explique à ce jour la non-délivrance du récépissé à l'UDBN. La lenteur du ministère de l'Intérieur appelle cependant quelques questionnements.
N'y a-t-il pas dans ces agissements une volonté à peine voilée d'empêcher l'UDBN d'obtenir à temps le récépissé provisoire pour faire la déclaration au journal officiel afin d'obtenir par la suite le récépissé définitif? N'est-on pas exprès en train de généraliser le retard parce que soi-même on s'est rendu compte qu'on n'est plus capable de finaliser les différentes formalités? N'y a-t-il pas lieu de redouter par ailleurs une manœuvre du ministère de l'Intérieur visant à plonger le processus électoral dans l'impasse? Dans tous les cas, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ne se sent plutôt pas concerné par la dernière sortie du ministre Sakalafia et précise que la non-délivrance du récépissé ne relève nullement de son fait. L'UDBN dénonce les manœuvres de blocage et refuse de s'associer à ce qui s'apparente déjà à la déstabilisation du processus électoral. L'UDBN en appelle à la clairvoyance de toutes les institutions impliquées dans l'organisation des prochaines élections afin de préserver la paix et l'unité nationale. Toujours à propos des clarifications inhérentes à la conformité des dossiers des partis et au retard de la délivrance du certificat de conformité à la charte des partis politiques, la cellule juridique de l'UDBN précise ce qui suit. Je voudrais planter le décor à partir du point introductif révélé hier par monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il disait en substance ceci, parlant des partis, de la situation des 10 partis ayant déposé les dossiers, et parlant de l'UDBN, il dit « L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, dont le dossier est reçu une première fois le 31 octobre 2018, une deuxième fois le 14 décembre 2018 et une troisième fois le 15 janvier 2019. » Alors, à le lire, on a l'impression qu'il tente de dire que l'UDBN aurait déposé à 3 reprises les dossiers au fin de voir obtenir la conformité à la charte, aux dispositions du code. Mais en réalité, il n'a eu juridiquement qu'un seul dépôt. En l'espèce, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, nous avons déposé le dossier le 31 octobre 2018, et là, il faut le dire, l'UDBN est-elle tout premier parti à le faire, et les services compétents du ministère en charge de la sécurité publique nous ont fait appel pour dire il y a certaines pièces qui ne rempliraient pas, qui ne seraient pas soit pas claires ou des informations un peu contradictoires. Nous vous prions de nous remplacer ces pièces. Ce que nous avions fait. Donc, nous sommes effectivement allés déposer les pièces incriminées. Mais en réalité, ce n'est pas le dossier dans son entièreté qui a été déposé. Parce que justement, tout n'était pas incriminé. Toutes les pièces du dossier n'étaient pas incriminées. Parce qu'on parle du dépôt de dossier, les informations, les pièces qui doivent figurer dans ce dossier sont connues, sont limitativement énumérées dans la loi. Donc, effectivement, nous avons procédé à la correction. Mais à aucun moment, nous n'avons reçu une notification de non-conformité. C'est seulement le 7 janvier 2019, soit 7 jours après l'expiration du délai de 2 mois, que nous avons reçu la notification de la non-conformité à la charte.
Un drame s'est produit sur la rive gauche du fleuve Niger dans la matinée du mercredi 13 février. Une barque a chaviré et des disparus constatés, mais quelques personnes ont été secourues. Le ministre de l'Intérieur nous fait le point au micro de Laurent Toninkès et Damien Pedro. Sur la rive gauche du fleuve, il y a un village qu'on appelle au Niger, où ça anime un marché. Des Béninois de la commune de Karimama ont l'habitude d'utiliser une pirogue pour aller animer ce marché. Cette pirogue motorisée a une capacité de 50 personnes en principe. Mais comme c'est juste le marché et que la population généralement ne suit pas les conseils que leur donne, de sécurité qu'on leur donne, se sont positionnés sur près de 100 personnes. C'est à quelques mètres de l'embarcadère de Oussala que la barque a chaviré. Et vous savez, nos pratiques ici, les gens ne font pas la liste de ceux qui embarquent. Donc, on ne sait pas exactement le nombre de personnes, mais on a pu sauver 64 personnes. Grâce, parce que c'est au bord de la berge. On attendait l'arrivée de la pirogue, des autochtones qui étaient là-bas se sont jetés dans l'eau pour sauver 64 personnes. Mais c'était une estimation de dire que c'est 100, peut-être c'est 120, peut-être c'est 80, peut-être c'est 75 personnes, on ne connaît pas exactement. Mais juste là, jusqu'à ce matin, on n'a pu trouver qu'un seul corps. À partir d'ici, le préfet d'EA s'est rendu là-bas. Le directeur départemental de la police y était depuis hier. Les sapeurs-pompiers basés à Kandi avec la marine qui est béninoise, qui est à Karimama, se sont déjà rendus sur les lieux. C'est d'ailleurs ces formations qui ont rapatrié les rescapés qui sont majoritairement des Béninois. Et ce matin, très tôt, on a envoyé une équipe de plongeurs, de sapeurs-pompiers spécialisés qui peuvent aller plonger, chercher éventuellement des corps à l'intérieur des eaux. La personne, le corps qu'on a retrouvé, c'est une Nigérienne. Elle est d'origine du village Oussala, et mariée à un Béninois sur la rive droite. Voilà le point de la situation à la date d'aujourd'hui. Conformément à la loi, les conducteurs de la pirogue ont été mis aux arrêts pour n'avoir pas suivi les consignes de sécurité qu'on leur prodigue tout le temps. La NPC, l'Agence nationale de protection civile, a déjà convoyé les premières mesures de secours, des couvertures, des moustiquaires, un peu de vivres, des biens de première nécessité pour les gens qui sont en catastrophe, le temps d'évaluer les besoins pour agir de façon plus conforme et plus indiquée en faveur des sinistrés. Le monde entier a célébré ce 14 février la fête de la Saint-Valentin que beaucoup appellent la fête des amoureux. Jeunes et adultes rivalisent d'imagination pour épater et séduire une fois encore leur moitié. Les somptueux cadeaux et autres soirées romantiques ont été certainement peaufinées. Seulement, cette fête telle que célébrée semble avoir été détournée de son premier sens, plutôt que d'en faire une opportunité de réconciliation, de communion familiale et d'amour. Certains jeunes l'ont transformé en une occasion de débauche sexuelle. Pourquoi cet état de choses? Quelle est la responsabilité des parents? Nous vous invitons à suivre ce magazine réalisé par Carole Olaye. On le célèbre au quotidien sous toutes ses formes, intéressées ou désintéressées, parentales, fraternelles et conjugales, mais d'un cachet spécial le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Il s'agit de l'amour. L'amour, c'est prendre l'autre et lui donner une place dans son cœur et se vouer à son épanouissement, se donner à son épanouissement et travailler
pour qu'il trouve vraiment le bonheur dont il ou elle a toujours rêvé. Et ce que les gens ignorent, en fait, d'amour, c'est un mystère qui décentre, qui vous décentre. Là, vous vous perdez dans l'autre. L'amour, c'est toute une vie que l'on offre à l'autre pour qu'il soit vraiment à l'aise. C'est ça. C'est pour ça que c'est tout un travail. C'est un travail d'art. Ça se travaille, ça se cuisine. C'est pratiquement, bon, en langage ecclésial, je dirais, c'est toute une vocation. L'amour ainsi défini ne peut donc pas être vécu par les adolescents. Et pourtant, cette couche sociale l'appréhende autrement, se livrant à des pratiques immorales telles que la perversion et la fantaisie sexuelle. Des pratiques choquantes, autrefois tabous, mais de plus en plus à la mode de nos jours. Beaucoup pensent que ce n'est que dans le sexe qu'on a le bonheur. C'est faux. Je dis c'est faux. Il y a bien d'autres choses, bien des choses qui nous donnent du bonheur, qui donnent le plaisir. Il n'y a pas que le sexe qui donne le plaisir, s'il vous plaît. Ça, c'est passé à côté. Des déviances comportementales et inversions de valeurs qui, selon Alain Rouillot, éducateur social, en appellent à la responsabilité des parents, plus précisément dans la qualité de l'éducation transmise aux enfants. Le vrai problème, malheureusement, c'est la démission des parents. Parce que lorsque l'enfant apparaît, c'est vrai, le chef de famille applaudit à grand cri, mais c'est toute une responsabilité. Il faut pouvoir, depuis l'enfance, structurer l'être de l'enfant. Il ne faut pas que ce soit toujours des idées que vous communiquez aux enfants. Non, faites, ils vont faire, et vous verrez, ils vont aussi le faire. Devant une situation, comment vous y prenez? L'enfant est là. Même si l'enfant ne parle pas, l'enfant observe comment papa se donne, comment maman se donne. Le sens de la responsabilité s'acquiert depuis la tendre enfance. Depuis un certain temps, nous les adultes, nous courons beaucoup plus pour l'argent. Nous ne voyons plus notre responsabilité à éduquer nos enfants. Si bien que nous perdons de vue ce qu'on appelle repère, nous perdons de vue ce qu'on appelle exemple de vie. Et c'est dommage. Une vie exemplaire qui s'illustre par la promotion de nos valeurs socio-culturelles de plus en plus en voie de disparition. Chez nous, lorsqu'une fille t'intéresse, ce n'est pas le cadeau d'abord. Et on cherche à la rencontrer. Et après 1, 2 ou 3 rencontres, on court vers son parent biologique, qui est peut-être la tante et qui est peut-être l'oncle. On ne va pas vers les parents directement, non. Tonton, ou bien à ta vie, ou bien à ta grand, tante ou Nafi, elle m'intéresse. Il suffit seulement de le dire pour que l'autre te demande, c'est vrai? Et tu dis oui. Il ou elle se met dans la danse et s'informe sur les parents de cette fille, sur les parents de ce garçon. Et après, tu rencontres d'un fait. Et quand ça commence par mûrir, quand les rencontres commencent par devenir sérieuses, c'est lui qui dit, là où nous sommes maintenant, là, à l'étape où nous nous trouvons, on doit informer ton papa, on doit informer ta maman. C'est comme ça. La restauration des bonnes mœurs dans les curricula et dans la société en général s'impose afin de garantir un avenir décent à la jeunesse béninoise. L'actualité hors du Bénin à présent, étrange situation post-électorale en République démocratique du Congo. Le président élu Félix Tshisekedi prend ses marques au sommet de l'État avec l'équipe de son prédécesseur qui gère les affaires courantes en attendant d'identifier une majorité parlementaire. Ce que je donne au président de la République, Félix Tshisekedi, c'est d'accélérer les processus devant conduire à la désignation d'un formateur, c'est-à-dire d'un Premier ministre. C'est difficile d'estimer, mais je pense que tout cela pourrait se faire d'ici 1 mois. D'ailleurs, 1 mois, ça me paraît beaucoup. D'ici 3 semaines, ça pourrait s'accélérer parce que le gouvernement qui est là expédie les affaires courantes et c'est difficile de prendre des engagements avec les ministres qui sont là parce qu'ils sont des ministres sortants. Donc le président actuel n'a ni puissance ni pouvoir de nommer un Premier ministre. Donc il attendra jusqu'à ce que la famille Kabila arrive, n'est-ce pas, à nommer le Premier ministre ou à proposer un Premier ministre. Tout ce que lui peut faire, c'est entériner. Française,
quand le président de la République n'a pas une majorité au Parlement, on est dans la cohabitation. C'est clair, comme l'eau de roche. Il n'y a même pas un débat sur ça. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.